Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Sans surprise, c'est Hillary Clinton et Donald Trump qui ont remporté les primaires à New York. La candidate à la primaire démocrate l'a emporté avec plus de 57% des suffrages, contre 42% pour Bernie Sanders. Le milliardaire républicain, lui, a battu largement ses deux rivaux, John Kasich et Ted Cruz, avec plus de 60% des suffrages. L'affiche pour la présidentielle semble se dessiner. Vraisemblablement, ce devrait être Hillary Clinton face à Donald Trump, mais rien n'est encore tout à fait gagné, surtout pour Donald Trump. On va en parler avec nos invités, avec vous, Célia Belin. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des États-Unis, docteur en sciences politiques et en relations internationales à l'université Panthéon-Assas, et vous êtes l'auteur de Jésus et Juifs en Amérique, droite évangélique et lobby chrétien pro-Israël, et c'est aux éditions Fayard. Avec nous, Michel Floquet, bonsoir. Bonsoir. Directeur adjoint de l'information à TF1, ancien correspondant à Washington pour LCI, pour TF1, et auteur, et c'est ce qui nous intéresse aussi ce soir, de cet ouvrage Triste Amérique, le vrai visage des États-Unis. C'est aux éditions Les Arènes, et vous nous direz pourquoi c'est une triste Amérique dans un instant. Mais avant cela, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, les deux vainqueurs d'hier soir à New York, Hillary Clinton, Donald Trump. Aujourd'hui, vous nous avez montré encore une fois qu'on n'est jamais aussi bien que chez soi. Vous savez, dans cette campagne, nous avons gagné dans toutes les régions. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais ici, c'est une victoire personnelle. De New York vote pour vous comme ça, c'est vraiment incroyable. Nous avons obtenu près de 70% des voix et nous aurons probablement plus de délégués que ce que tout le monde avait pu penser dans leur imagination la plus folle. Alors je voudrais remercier tous ceux qui sont là et remercier ma famille. Célia Belin, Trump et Clinton ont gagné dans leur fief. Finalement, il ne pouvait pas y avoir de surprise. Il aurait pu y avoir une surprise. Il y a un moment où on a pensé que Bernie Sanders, porté par son mouvement, aurait pu, en tout cas, frôler Hillary Clinton, alors que là, elle lui a mis quand même une bonne tête d'avance. De même, il y a eu un peu les mauvaises semaines de Donald Trump dans les 3 dernières semaines, où on a senti que le milliardaire reculait un petit peu, et puis on s'est dit, est-ce qu'il va y avoir... ça va se précipiter du côté de Ted Cruz, de John Kasich. C'était quand même assez peu probable pour New York, parce que l'un comme l'autre, c'est chez eux. Et donc, ils avaient une très nette longueur d'avance qu'ils ont conservée. Michel Floquet, ils sont presque assurés tous les deux de remporter ces primaires, où tout est ouvert encore. Non, alors écoutez, côté démocrate, c'est pas très ouvert, hein, et d'ailleurs c'est pas très démocratique non plus, parce que chez les démocrates, vous avez ce qu'on appelle les super délégués, qui en général vont dans le sens du vent, hein, et votent pour le candidat du parti. Donc Hillary Clinton a dû être très inquiète pendant longtemps. Maintenant, je pense qu'elle est rassurée et qu'il n'y a plus trop de suspense. Chez les républicains, c'est différent. Trump est en tête, mais il est encore loin du nombre de délégués nécessaires pour être assuré de l'investiture. Et puis lui, contrairement à Hillary Clinton, il n'a pas le parti avec lui. C'est plutôt l'inverse. L'appareil républicain n'est évidemment pas très content de voir Trump faire la course en tête. Et donc c'est loin d'être gagné pour lui, même s'il a signé une très belle victoire à New York. Mais je dois dire qu'après les énormes maladresses de Ted Cruz sur les valeurs des New-Yorkais, vous vous souvenez, quand il avait voulu faire rire sur New York il y a quelques mois, dans un des premiers débats, il est certain qu'il avait beaucoup de mal à refaire son retard. Quand même 60% quand même de suffrages pour Donald Trump à New York, c'est quand même énorme quand même. On a un peu du mal à comprendre, parce qu'on a justement cette image de New York, de ville de gauche, démocrate à gauche, gauche libérale. 60% chez les républicains. Chez les républicains, c'est évidemment. C'est des primaires fermées. Hein, donc, oui, parce que les indépendants ne pouvaient pas voter. Il s'agit de l'État de New York. Et l'État de New York, c'est bien plus que New York et que Manhattan. C'est sûr qu'on trouve les bobos new-yorkais et on se demande... Oui, c'est pour déjà, ça. Les bobos républicains new-yorkais peuvent éventuellement apprécier Trump, mais surtout, il y a derrière tout un État qui, pour le coup, est très rural. Il peut être très conservateur dans le nord de New York. Et il est beaucoup moins divers que la ville de New York, donc il va être beaucoup plus blanc. Et finalement, c'est un électorat qui aime bien Donald Trump. Et d'ailleurs, c'est un électorat qui n'était pas trop favorable à Ted Cruz de toute façon, parce que l'électorat de Ted Cruz, c'est l'électorat blanc évangélique, chrétien, conservateur,
ultra-conservateurs, plutôt du sud et de l'ouest des États-Unis. Donc finalement, l'électorat qui ressemble plus au Vermont, au New Hampshire, là où finalement Donald Trump, mais aussi Bernie Sanders marchent bien, n'allait jamais favoriser Ted Cruz. Mais moi, je crois qu'on a, si vous voulez, c'est intéressant cette remarque, parce que je pense qu'on a une vision caricaturale de Donald Trump en France. C'est le beauf vulgaire, misogyne, raciste, épouvantable. Bon. Il faut dire qu'il en sort quand même des énormes. Oui, il faut quand même le dire. Non, il fait, de ce point de vue, il n'est pas décevant. Je suis absolument d'accord avec vous. Mais il y a deux choses, si vous voulez. La première, c'est que la mécanique des primaires, c'est une mécanique terrible qui vous tire vers le bas, parce qu'on s'adresse au pire de son électorat, en quelque sorte. Surtout chez les Républicains, surtout dans un parti tiraillé par le Tea Party. Si vous voulez quand même être entendu par votre électorat, par la base de votre électorat, il faut faire gros. Bon, alors, il fait vraiment très gros, c'est sûr. Mais c'est pas que ça. C'est évidemment, c'est un New-Yorkais. C'est quelqu'un qui a réussi, même s'il n'a pas que réussi, mais qui a réussi dans les affaires, qui a placé énormément de femmes, par exemple, à des postes clés dans beaucoup de ces sociétés. C'est évidemment un type plus sophistiqué que les images qu'on voit là. Et c'est bien que ce vote dans l'État de New York, vous avez raison, et pas dans la ville de New York uniquement, mais enfin, que ce vote permette, en dehors des États-Unis, de relativiser un petit peu cette image caricaturale qu'on a de Trump. Un mot quand même, Michel Floquet, parce que je pose à chaque fois la question à tous mes invités lorsqu'on parle des États-Unis. Est-ce que vous êtes quand même étonné de là où est aujourd'hui Donald Trump? Est-ce que vous auriez misé sur lui il y a un an? Non, moi non, mais les Simpsons, vous savez, en 2000, avaient imaginé l'Amérique après Donald Trump président. Donc c'est dire que dans l'esprit de beaucoup d'Américains, c'était pas quelque chose d'impossible. Mais en tout cas, le parcours de Trump et le parcours de Bernie Sanders, qui s'est socialiste, c'est un gros mot. Il y a encore 2 ans, c'était un gros mot aux États-Unis. Ces deux parcours-là montrent à mon avis une chose, et moi c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon bouquin, c'est que ce pays se cherche, quoi. Il est vraiment perdu et il est prêt à se donner, au moins en partie, à des gens comme Trump ou comme Sanders, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui sont tous les deux pas du tout des archétypes de l'homme politique américain. Je pense que les Américains sont en déconnexion totale aussi, enfin se sentent en déconnexion totale avec Washington. Il y a cette détestation du big government, du grand gouvernement de Washington. Et de l'establishment, en particulier de l'establishment des partis. Et donc le fait qu'ils aient choisi, Bernie Sanders était un indépendant, il a rejoint le Parti démocrate l'année dernière, et Donald Trump était un démocrate encore jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, il a donné de l'argent et soutenu Hillary Clinton en 2008. Donc en fait, on a 2 candidats qui sont ni démocrates ni républicains, qui sont très très en avant dans leur primaires respectives. Et je pense qu'à ce stade, on peut penser que Donald Trump va l'emporter, y compris à la Convention. Mais vous êtes d'accord avec Michel Floquet lorsque Michel Floquet dit il ne faut quand même pas le caricaturer finalement comme on le fait ici en France. Ok, il a fait des gaffes, mais c'est pas ça quand même Donald Trump, c'est quand même autre chose. On n'arrive quand même pas à les niveaux auxquels il est arrivé parce que bon, il a quand même réussi, il a monté quand même un empire. Si on est... C'est pas des gaffes, hein. Je pense que d'ailleurs ses propos excessifs sont, à mon avis, parfaitement mesuré. Sur les femmes aussi, vous pensez que sur l'avortement, lorsqu'il a dit qu'il fallait punir les femmes, oui, non, là il a fait une gaffe aussi sur le 11 septembre, il s'est trompé. Autant sur l'avortement, ça représente quelque chose parce qu'en gros, il y a eu un tâtonnement, il s'est dit il faut que je sois très très anti-avortement, parce que ça c'est du positionnement politique. Et là, il a dit quelque chose qui a dépassé un peu sa pensée. Autant l'histoire du 11 septembre, c'est absurde. Là, je trouve il a fait une erreur, on a dit qu'il a erreur. Bon, c'est amusant parce qu'il a avec les chaînes d'épicerie. Voilà, c'est une épicerie, donc c'est rigolo. Mais je pense que Donald Trump, là où on le sous-estime, c'est qu'on pense que c'est un imbécile, que c'est un idiot, que c'est un clown. En tout cas, ici en France, oui. Voilà. Mais c'est pas le cas du tout. C'est plutôt un génie politique. C'est un génie de la communication, des réseaux sociaux. Il a vraiment... Alors, génie au sens... un peu, c'est un peu abusif de dire ça. Mais moi, ce que je pense, c'est que quand même, il joue sur certaines peurs et certaines angoisses existentielles de l'Amérique, y compris sur des traits assez affreux, y compris le racisme, la xénophobie, la misogynie, puisque quelque part, il a quand même une relation aux femmes, en particulier les femmes journalistes ou les femmes experts, c'est-à-dire les femmes qui contestent son autorité. Je ne dis pas qu'il n'a pas été capable de mettre des femmes à des positions de pouvoir, mais il a en tout cas un rapport relativement néfaste. Dès qu'il y a dans son entourage une femme qui conteste réellement son autorité, telle que Megyn Kelly, la journaliste, Fox News. Il s'en est vraiment pris à elle et il s'en prend à elle via les médias sociaux. On a quelqu'un d'extrêmement compétent dans son domaine politico-médiatique, y compris de entertainment, comme divertissement.
mais qui après fait appel finalement à des pulsions assez... Il parle, si vous voulez, il parle à la classe moyenne, ou à ce qu'il en reste, américaine, qui est déboussolée, qui a tout perdu, qui ne profite pas de la reprise, qui est plus pauvre aujourd'hui qu'elle ne l'était avant la crise en 2007, et la reprise depuis 2011, elle n'a pas du tout ramené au niveau où elle était. La reprise n'a profité qu'aux plus riches aux États-Unis. Donc vous avez des gens... Mais quand même, le taux de chômage a quand même très nettement baissé quand même. Oui, après ces 2 mandats de Barack Obama, on est à moins de 5% aujourd'hui, le taux de chômage. Mais c'est largement nuancé, si vous voulez. D'abord, il baisse le taux de chômage parce que vous avez énormément de gens qui se retirent de la recherche d'emploi parce qu'ils savent qu'ils trouveront des emplois qui ne leur permettent pas de vivre. Donc, de toute façon, ça n'a aucune importance. En plus, vous avez tellement d'emplois sous-qualifiés aux États-Unis qu'avoir un taux de chômage de 4 et quelques pourcents ou de 5% avec des emplois avec un aussi grand nombre d'emplois sous-qualifiés, c'est quand même pas un très grand succès. Et puis vous avez tous ces emplois les working poor, qui ne permettent pas de vivre, qui sont juste qui sont pires que d'être au chômage, pratiquement, si vous voulez. Bon. Oui, il y a un taux d'emploi qui est très moindre. Finalement, on a le plein emploi, mais les gens ne sont pas en train de travailler. Il y a un taux d'emploi qui est très faible. Ensuite, ils ont une mauvaise qualité de travail ou des emplois précaires. C'est pour ça qu'un des grands sujets de la campagne, en particulier chez les démocrates, c'est le salaire minimum. Est-ce que Hillary Clinton est pour $15 de l'heure ou est-ce qu'elle est pour $12 de l'heure? C'est le grand débat entre Bernie Sanders et Hillary Clinton. Ça vient du fait que, oui, les gens travaillent, mais ils sont très mal payés, les salaires ne progressent pas et ils vivent dans une... Ouais. Michel Floquet, un mot quand même, parce qu'on en parlait tout à l'heure, des relations justement entre Trump et Clinton, parce que vous le disiez tout à l'heure, ou Célia Belin, je ne sais plus lequel des deux, quand même que Donald Trump a quand même financé la fondation Clinton, je crois qu'il a donné $100 000. Il a financé la campagne Hillary Clinton au moment où elle se présentait pour le Sénat. Les deux filles, Chelsea est très amie avec Ivanka Trump. Il y a quand même des liens finalement entre ces deux candidats. C'est un républicain de circonstance, Trump. D'ailleurs, il prend les républicains à contre-pied très très souvent. Il a notamment sur les sujets sociétaux, si vous voulez, des positions qui sont très différentes des positions extrémistes de la plupart des républicains. Effectivement, il était très proche des démocrates. Il y a des centaines de photos, on les voit jouer au golf avec Clinton, au mariage. Enfin bon, il n'est pas plus républicain finalement que Sanders n'est démocrate, mais dans ce système bipartisan, si vous voulez, où il faut choisir son camp parce que l'argent est tellement important. C'est une campagne à 7 milliards qui est en train de se jouer. 7 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, la dernière présidentielle en France, c'était 45 millions d'euros. On est vraiment des petits garçons à côté. Bon, il faut choisir son camp, il faut choisir un parti. Il a choisi le parti républicain. Il a dit aux républicains d'ailleurs, attention, si vous n'êtes pas juste avec moi, j'irai tout seul. J'ai pas besoin de vous, j'ai pas besoin de votre argent, mais enfin quand même, il faut une étiquette au début. Et voilà. Mais Trump, c'est un ovni. Il est assez inclassable. Il parle à des gens qui sont déclassés, ces Américains moyens, à des gens qui ont peur, à des gens qui ne profitent pas de la reprise, qu'on a assez de la guerre, qu'on a assez de Washington. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Célia disait. Washington, c'est une horreur pour une énorme majorité d'Américains. Cet État tentaculaire dont ils ne comprennent rien et dont ils ne veulent plus. Bref, il s'adresse à des gens perdus, si vous voulez, et il leur promet, et ça c'est paradoxal, il leur promet le rêve américain, alors que le rêve américain n'existe plus. Les États-Unis aujourd'hui sont le pays de la reproduction sociale. En fait, les Américains lui font confiance à une partie, en tout cas, de l'électorat américain, parce qu'ils se disent, finalement, il a pu bâtir un empire, il est parti de pas grand-chose, et peut-être qu'il fera la même chose, finalement, avec les États-Unis. Il dit ça, il dit, je suis Cupide, il a dit, c'est assez rigolo, il dit, j'ai été Cupide pour moi, je le serai aussi pour les États-Unis. Donc, en fait, il leur fait croire qu'il pourra transformer, finalement, son succès pour l'ensemble de l'Amérique. Célia Belin, un mot quand même sur les débats. Si on arrive sur un face-à-face Trump Clinton, c'est des débats qui promettent d'être houleux. Hillary Clinton reprochera toutes les gaffes à Donald Trump, ou peut-être pas d'ailleurs toutes ces gaffes, parce que vous le disiez tout à l'heure, Michel Floquet, il y a des choses auxquelles il croit, notamment à ériger un mur entre le Mexique et les États-Unis, peut-être ne plus faire entrer également des musulmans sur le territoire américain, mais il aura lui aussi des choses à reprocher à Hillary Clinton, parce qu'on en parle peu. Il y a quand même une procédure qui est en cours, une enquête du FBI concernant ces fameux mails qui sont passés dans sa boîte privée, notamment des mails top secrets. Est-ce que là, Hillary Clinton risque d'avoir des problèmes? Est-ce qu'on peut même imaginer une mise en examen d'Hillary Clinton?
Je ne crois pas, puisqu'en fait, ça provoquerait... Il y a beaucoup d'autres responsables politiques qui ont eu ce genre de problématiques, des problématiques finalement, puisqu'on avance avec ces nouvelles technologies et en fait, il y a eu beaucoup de gens qui ont utilisé des serveurs privés ou d'autres façons de transférer ces mails, etc. Et on a bien vu que dans le passé, en tout cas, la jurisprudence montre que ces gens-là ne sont pas mis en examen. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une attaque politique qui est faite sur elle, mais en tout cas, pour le moment, c'est plutôt... sous le boisseau, et je ne crois pas que ça ressorte d'ici l'élection. En plus, l'administration probablement n'osera pas, elle n'a pas intérêt à le faire. Mais pour revenir sur Clinton, le duel Clinton-Trump et ce que ça peut donner, j'imagine que l'intérêt d'Hillary Clinton, ce sera de se placer au-dessus de la mêlée. Ça m'étonnerait qu'elle revienne vers Donald Trump et qu'elle mette le nez dans chacune de ses petites gaffes. Elle le laissera probablement attaquer avec des coups en dessous de la ceinture, comme il sait bien le faire. Et au contraire, elle se positionnera comme la responsable politique qui est capable de rassembler et qui est peut-être capable de rassembler au-delà du camp démocrate, puisqu'il y aura certainement, si Donald Trump est choisi par le Parti républicain, il y aura beaucoup de républicains orphelins. Et cela, elle va vouloir les récupérer. Et donc, elle aura tout intérêt à détailler sa politique, à rassurer, à se montrer unificatrice, à essayer d'atténuer les critiques qui seront faites. Après, Donald Trump a toujours réussi à mettre tout le monde, tous ses adversaires dans des coins. Et je ne sais pas si elle arrivera à résister à ça. Michel Floquet, pourquoi Triste Amérique, le titre de votre ouvrage? La vérité à l'intérieur. Pourquoi Triste Amérique? Parce que moi, je suis arrivé aux États-Unis il y a 5 ans. Je connaissais mal ce pays et j'étais persuadé qu'il était assez proche de nous, si vous voulez. Vous savez, c'est un peu comme ces voisins de palier qu'on croise et qu'on croit connaître. Et puis, dans ce coup, on découvre que pas du tout, c'est une horreur. Pardon. Alors, c'est pas une horreur, l'Amérique. Mais j'ai découvert un pays qui était à milieu des images que je pouvais avoir en tête. On a tous une Amérique en tête. Hein, la musique, les séries, la Californie, New York, tout ça. L'Amérique, c'est pas du tout ça. C'est un pays aujourd'hui qui est en panne, qui hésite à se donner à un Donald Trump, par exemple, ou à une Hillary Clinton, qui est quand même quelqu'un dont les Américains n'ont pas voulu il y a 8 ans. Mais c'est un pays en panne qui n'a rien d'autre à proposer à ces gens que cela.